parler aujourd'hui de l'exil et des droits humains. Comment vous transmettre des récits que l'on entend peu, qui sont invisibles car souvent confisqués par la haine et la division? Comment vous informer sur un sujet très médiatisé mais mal traité? C'est ce que je vais tenter de faire dans cette émission. 1 heure chaque mois en compagnie d'invités pour aborder en profondeur les migrations et les droits humains sous un nouveau angle. Bienvenue dans Exil d'une voix à l'autre. On démarre une nouvelle saison. Je suis Éléonore et je suis très heureuse de vous présenter ce rendez-vous mensuel. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire complexe et tourmentée de l'Afghanistan, un pays au cœur de guerre, d'occupation et de bouleversements politiques depuis plus de 4 décennies. De l'invasion soviétique en 1979 à la guerre civile qui a suivi, puis à la prise de pouvoir des talibans dans les années 90, l'Afghanistan a traversé de profondes crises. Après l'intervention des États-Unis en 2001, beaucoup avaient espéré un futur plus stable, mais la reprise du pouvoir par les talibans en août 2021 a plongé le pays dans l'incertitude. Les terres afghanes recèlent de gisements de minerais inexploités, dont du lithium, du cuivre et même de l'or, une découverte qui pourrait faire de ce pays l'un des principaux centres miniers du monde. Un pays qui reste pourtant comme une vallée de larmes. Aujourd'hui, les droits des femmes sont sévèrement réprimés et des millions d'Afghans sont contraints de fuir leur pays. Dans cette émission, Afghanistan, voix étouffée, exil forcé, nous allons explorer 2 aspects cruciaux de cette tragédie. La situation politique actuelle, marquée par la répression des femmes sous les nouveaux décrets des talibans, et la question des réfugiés. Et pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir 3 invités qui incarnent cette lutte et cette résistance. Sheila Nouri, bonjour, tu es militante des droits des femmes et présidente d'Afghanes de France. Bienvenue à toi. Merci à toi, Léonore. Et on a aussi en studio Shakiba Daoud, qui est artiste, comédienne et activiste pour les droits humains. Je suis très heureuse de t'accueillir également. Merci beaucoup, Éléonore. Et on aura en deuxième partie d'émission Mortaza Beboudi, qui est un journaliste exilé et qui nous rejoindra pour nous parler de la liberté de la presse et la liberté d'expression dont malheureusement il a été victime. Mais pour commencer, j'aimerais bien revenir avec toi, Shakiba, pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé en cette fin août avec la loi qu'a proclamée les talibans qui comporte plusieurs 35 décrets. Est-ce que tu peux nous dire concrètement quelle est cette loi et comment ça impacte la vie des femmes afghanes? Alors, on peut dire déjà qu'en 3 ans, les talibans ont publié au moins 52 décrets instaurant un régime confiant les femmes dans l'isolement et dans l'oppression. Et ils ont condamné aux femmes à la maison en leur obligeant, en leur prenant toute leur liberté. Dès leur arrivée, il y a eu l'interdiction d'aller à l'école, de travailler, de sortir à l'extérieur, de fréquenter les lieux publics, les bains publics, les parcs, tout. Et cette année, au mois d'août, les nouvelles décrets ont interdit les femmes de parler, de chanter et de dire ou déclamer des textes dans l'espace public, c'est-à-dire un effacement total de la femme de l'espace public. Et oui, c'était le 22 août dernier. Exactement. Elles sont même interdites de porter du maquillage, du parfum. Oui. Interdiction de chantier, tu viens de le dire. Et elles peuvent pas sortir sans faire apparaître leur visage. Exactement, tout à fait. Les talibans ont encore durci leur loi en tout cas, mais ça, en fait, ces lois étaient déjà en vigueur, ça a été pratiqué depuis le début de leur arrivée, mais aujourd'hui, ce décret concrétise tout, et c'est-à-dire que si les femmes ne obéissent pas à ces lois, elles vont être emprisonnées, arrêtées, verbalisées, et elles sont obligées de payer des amendes ou les membres masculins de leur famille vont être emprisonnés et avoir de châtiments. Oui, parce que la première question qu'on se pose, c'est comment ces lois peuvent être appliquées concrètement. Sheila, est-ce que tu peux rebondir sur ce point-là? Oui, il y a la police des mœurs qui est bien ancrée en Afghanistan comme en Iran. C'est-à-dire que désormais, ils ont vraiment plein pouvoir. Il faut savoir que là, actuellement, plusieurs femmes, que ce soit à Kaboul ou à Herat, ont déjà reçu des PV.
Donc on a envie de dire PV, c'est bien, c'est un montant à payer. Mais si elles continuent comme ça ne sera pas que des PV qu'elles recevront. Ce sera comme en Iran, des châtiments qui iront bien plus loin qu'un simple PV. Oui, d'ailleurs, la lapidation est revenue comme une pratique. Il faut savoir que la lapidation a toujours existé malheureusement en Afghanistan, dans les villages lointains, lointains. Ça a toujours existé malheureusement, c'est très ancré dans ces villages en question. Mais là, que ça arrive dans les grandes villes comme Kaboul, Herat, Mazar-e-Sharif, toutes ces grandes provinces, c'est une première. Enfin, une première non, puisque la première prise de pouvoir, ils avaient déjà commis la lapidation dans le stade de foot. Mais ce qui est absolument délirant, c'est que la voix, c'est le signe de la vie. C'était la seule chose. Interdire aux femmes de chanter et de parler? C'est très simple. Parce que durant 3 ans de pouvoir, excuse-moi, non, je t'en prie, c'est normal. Durant 3 ans de pouvoir où les talibans, eh bien, ils ont remarqué que chaque fois qu'ils ont mis une loi en place avec tous les décrets qui en découlaient, l'Occident s'offusque quelques jours, voire quelques semaines. Puis après, l'Occident tourne la page de l'Afghanistan. On oublie. Et puis, on s'offusque plus, on s'habitue. Ils ont commencé avec l'interdiction des écoles, jusqu'à tel âge. Bon, je ne vais même pas vous dire quel âge. Ensuite, ça a continué avec l'interdiction d'aller dans les salons de beauté. Ouais. Ils ont fermé interdiction aux femmes tout court d'aller travailler. L'Occident s'est offusqué pareillement quelques jours. Et puis, les médias se sont dit, tiens, c'est une habitude, ils vont s'arrêter là. Mais écoutez, à un moment donné, ils ont dit, même cette nouvelle loi, là, ça fait de nouveau réagir tout le monde. Enfin, tout le monde, j'ai envie de dire, ça fait réagir la population civile française et occidentale. Et encore, je trouve que quand même, il y a un silence assourdissant, et on reviendra sur ce point un peu plus tard, mais... On est d'accord, parce que j'ai tendance à dire que les féministes ne sont pas au rendez-vous comme d'habitude, et je me fais taper sur les mains, mais c'est malheureux à dire, et c'est du concret, les féministes ne sont pas là. Ne sont pas là. Il faut savoir qu'une femme reste une femme, qu'elle soit afghane, iranienne, saoudienne, peu importe sa nationalité, ses origines, nous sommes toutes des sœurs. Et que si on fait des choix en tant que féministe de défendre que des femmes françaises, je suis désolée de dire, pour moi ça c'est pas du féminisme. Et justement, comment... en fait, moi la première question qui me vient, c'est comment ça se passe au quotidien pour ces femmes. Je rappelle que tu es présidente de l'association Afghane de France, donc tu es humanitaire. Est-ce que déjà tu peux nous présenter les missions de ton association et ce que tu fais sur le terrain pour ensuite comprendre ce que toi tu vois et les retours que tu as? Moi, avec mon association, nous faisons de l'humanitaire. En Afghanistan, pour l'instant, on fait que ça sur Kaboul. Parce que mon association a 3 ans d'existence, nous sommes toutes jeunes. Mais depuis 3 ans, nous faisons des distributions de produits alimentaires principalement aux femmes isolées avec enfants. Je dis bien principalement parce que je me dis les hommes ont quand même cette liberté d'aller se trouver un travail, même s'il n'y en a pas. Et ce qu'on voit, c'est que depuis 3 ans, on a une demande qui s'est multipliée par 3, 4. Et que les talibans n'ont pas compris que le problème de l'Afghanistan, ce n'était pas les femmes, c'est vraiment faire redémarrer l'économie, remettre tout le monde au travail, qu'on a un pays qui est extrêmement riche, le sous-sol est riche, les montagnes sont riches, on a tout ce qu'il faut pour s'en sortir. Et que malheureusement, tout ça a été vendu à nos pays voisins, bradé à nos pays voisins. À quel prix et pour qui va tout cet argent? Malheureusement pas pour le peuple. Et qu'il faut savoir que les talibans sont soutenus financièrement toujours par les Américains, 40 millions par semaine. 80 millions par semaine, je crois. 40 millions par semaine. Ok, pardon. 21 milliards depuis 3 ans. Et j'ai envie de vous dire, moi, en tant qu'humanitaire, je vois ce qui se passe depuis 3 ans. Et pourtant, 80% de la population est au chômage. J'ai envie de dire même 90%, vous êtes bien gentils. Il faut augmenter le chiffre. Plus de 80%, parce que moi, je vois que en tant qu'humanitaire, j'ai tous les retours qu'il faut. C'est catastrophique. Les femmes, c'est du 100%, on va dire. Non, pas 100%, parce qu'il y a quand même un petit pourcentage qui est autorisé quand même à travailler. Mais où sont passés ces 21 milliards que les talibans ont reçus? En tant qu'humanitaire, moi, j'attends une réponse. Ton association impacte combien de femmes sur place? Une 30aine de femmes par mois. Ce n'est rien, c'est une petite goutte d'eau, mais qu'est-ce que ça fait du bien de faire partir de cette petite goutte d'eau. 30 femmes, ça englobe une famille parce qu'elles ont toutes en moyenne, on va dire 6 enfants. Il y en a qui ont beaucoup plus, d'autres qui ont 5, mais bon, en général, ce sont de grandes familles. Et ce sont des femmes qui sont veuves, en général, sont veuves ou elles ont des maris qui sont vieux.
Ok, mais comment tu arrives à travailler sur place? Quels sont tes relais pour arriver en fait à faire ton travail? N'es-tu pas bloqué? Pour l'instant, nous ne sommes pas bloqués. On a eu des problèmes au départ, parce que j'ai mon propre relais. Au départ, on a eu des problèmes concernant les couleurs du logo de notre association, qui sont aux couleurs de l'ancien drapeau, parce qu'il faut savoir qu'ils ont osé changer le drapeau de l'Afghanistan, qui a une signification. Les couleurs ont une signification, et là, désormais, nous avons le drapeau islamique, noir et blanc. Voilà. Donc, pour ça, on a eu des problèmes. Au départ, j'étais, on va lâcher du lest, on va changer de couleur. Après, j'ai dit non. Ça reste l'Afghanistan. On ne peut pas effacer l'histoire de l'Afghanistan. Ce nouveau drapeau, c'est leur drapeau, c'est pas le mien. C'est pas le drapeau du peuple afghan. C'est leur choix, c'est tout. Ensuite, on a eu d'autres problèmes parce que voilà, on nous a demandé de changer le nom d'Afghan de France parce que ce n'était pas afghan, parce qu'il y avait le mot France. Pour l'instant, je tiens tête, mais il va falloir qu'on est obligé de changer. Mais quels sont les retours des femmes avec qui tu travailles sur place depuis cette nouvelle loi qui date du 22 août? Là, depuis le 22 août, j'ai beaucoup de messages et les femmes sont dans un état psychologique catastrophique, ce qui est tout à fait normal. Et désormais, tu te rends compte, on ne sort pas, on fait comment? On nous a interdit de travailler, on nous a interdit d'étudier, on nous a interdit de sortir sans un mahram, donc sans un chaperon. Maintenant, on nous interdit de parler. Mais c'est quoi la prochaine étape? À Kaboul, les gens disent désormais, enfin les femmes principalement, disent que la prochaine étape, c'est interdiction formelle de sortir. Là, pour l'instant, elles sont quand même autorisées à sortir avec un mahram, mais bientôt, ça sera interdiction formelle de sortir tout court. Ça sera qu'aux messieurs de sortir. Mais les femmes, en général, il faut savoir qu'il y a une grande majorité de femmes qui sont veuves en Afghanistan. Parce que quand les talibans ont pris le pouvoir, ils ont tué beaucoup de soldats. Parce que ça, l'Occident ne sait pas, c'est qu'on accuse tout le temps l'armée, mais il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de fusillades. Ouais. Ils ont dit à l'armée de se rendre, ce qu'ils ont fait malheureusement. Ils étaient bien obligés, puisque c'est un compromis de la fameuse signature de Doha. Et qu'ils ont tous été fusillés. Donc tous ces hommes qui ont été fusillés avaient tous une famille. Donc toutes ces femmes, ce sont des femmes de soldats, en principe. Et ce qu'il faut rappeler aux auditeurs qui nous écoutent, c'est cette situation qui a lieu en Afghanistan, elle est absolument unique au monde. Ce qu'on est en train de voir en Afghanistan, ces lois liberticides à l'encontre des femmes et toute cette oppression, ça n'existe pas ailleurs dans le monde, pas de cette manière. De genre, oui. Non. C'est un apartheid de genre selon l'ONU. Mais j'aimerais me tourner vers toi, Shakiba. Pour beaucoup de gens, voilà, certains dans les milieux activistes te connaissent, mais j'aimerais rappeler qu'en fait, il y a 14 ans, tu as fui l'Afghanistan. Tu avais intégré la Troupe du Soleil avec laquelle tu as joué de nombreuses pièces. La dernière était le Tartuffe de Molière, donc la mise en scène très contemporaine, et assumée d'une religion corrompue par la politique n'a pas plu. Tu as été menacée pour cela. Et comme l'ensemble de tes comédiens et tout particulièrement des femmes, tu as dû te résoudre à quitter l'Afghanistan. C'était il y a 14 ans. Et pourtant, à ce moment-là, les talibans n'étaient pas au pouvoir, mais qu'est-ce que tu peux me dire? Pourquoi tu as dû fuir? Qui te menaçait à cette époque? Moi, j'aimerais dire que la société afghane est une société très traditionnelle. Et malheureusement, le changement ne peut pas arriver du jour au lendemain dès que les Américains sont là. En fait, il faut changer le mode de réflexion des gens. Les habitudes de gens. Une société qui s'est habituée aux valeurs traditionnelles a besoin d'un travail profond sur l'interprétation de la religion, des mœurs, des habitudes, des nouvelles peut-être visions et des personnes qui sont porteurs de ces visions, d'une génération qui est éduquée, qui est formée et informée pour pouvoir en fait prendre ce flambeau de résister, de tenir tête à la société traditionnelle. Et je pense que nous, en faisant du théâtre, on faisait partie de cette génération qui avait envie de changer les choses, de leur dire que voilà, ailleurs dans le monde, on vit de cette manière et que
que, on a du respect pour la religion, mais une religion qui a déjà des décennies et je sais pas combien de milliers d'années, 1000 ans peut-être, ne peut pas aujourd'hui être le modèle parfait pour construire une société modèle et moderne, tout simplement. Mais bon, je pense qu'il y avait beaucoup de corruption en Afghanistan, même si le peuple imaginait que l'arrivée des Américains, la présence de l'OTAN peut apporter de la sécurité. En fait, la sécurité ne fait pas tout. Une société aussi a besoin de la culture, a besoin de l'art pour pouvoir se transformer et aussi a besoin des modèles. Des modèles, peut-être que si en Afghanistan on n'a pas des modèles locaux, on pouvait s'inspirer de modèles de d'autres pays voisins ou des pays occidentaux, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de frontières entre les cultures. Et étant comédienne, j'aimerais que tu nous racontes comment depuis la fin août, en fait, des femmes se filment en train de chanter pour protester contre l'interdiction de cette loi. Ce mouvement, est-ce qu'il est massif ? Et que risque-t-elle à prendre la parole et à poster ce type de vidéos sur les réseaux sociaux ? Je pense que les femmes afghanes sont très, très courageuses. Depuis l'arrivée des talibans, elles n'ont pas arrêté d'occuper l'espace public, d'aller se manifester et d'utiliser la technologie pour s'exprimer. Peut-être que ici, on n'est pas face au même enjeu dont les femmes afghanes vivent avec en Afghanistan. Les femmes qui ont réussi à sortir, qui sont en Occident, elles ont plus de liberté pour pouvoir soutenir les femmes qui sont en Afghanistan. Il y en a beaucoup qui sont dans les pays voisins comme l'Iran ou le Pakistan, mais quand même il y a beaucoup de groupes qui s'est formé dans le pays avec les femmes résistantes. Elles ont pris le risque de se filmer, de protester à l'extérieur, et ça au prix de leur liberté, de leur vie, parce que quand même il y a eu beaucoup d'arrestations, beaucoup d'emprisonnements, beaucoup de viols. Est-ce qu'on a des chiffres sur ça ? Est-ce que c'est documenté ? Pas encore, mais il faut savoir que là, les talibans payent des femmes pour justement suivre toutes celles qui vont à l'encontre de cette loi, sur les Instagram, pour voir toutes celles qui vont à l'encontre de cette loi, qui se postent en train de chanter. Cyberarmée. Voilà, ils sont très. C'est pas les mêmes talibans des années 80. Pendant 20 ans, ils se sont très bien formés. Oui. Pas de bonne manière, on va dire. Oui. Ils sont très très bien formés pour tout ce qui est technologie, réseaux sociaux. Ils sont très très au point. Et donc, penses-tu, Shakiba, que cette forme de résistance, est-ce qu'elle peut avoir, elle peut amener à un changement ? Est-ce que c'est une forme de résistance qui peut aboutir à un changement de la société ? Est-ce que ces Afghanes, malgré toute l'oppression, en faisant ce type d'acte, a une chance de pouvoir faire changer les choses ? En fait, je pense qu'on essaye d'utiliser tous les moyens pour pouvoir communiquer avec le monde extérieur. C'est-à-dire porter notre voix jusqu'à ici en France, jusqu'à les pays voisins, les pays occidentaux, pour pouvoir trouver des alliés. Au moins d'autres femmes, des militantes de droits des hommes, de l'homme, pour qu'ils puissent en fait, il y a des pressions sur les Nations Unies afin qu'il y ait d'autres embargos, des moyens stratégiques et politiques et changer la situation en Afghanistan. Je ne sais pas si les femmes seules pourront changer la situation en Afghanistan, mais je suis sûre et certain qu'une alliance avec les hommes est nécessaire, hommes et femmes,
convaincus de récupérer l'Afghanistan, en tout cas, si je puisse dire, en tout cas. Mais je sais que pour l'instant, aucune intervention armée n'est soutenue de la part des Nations Unies. Et en parlant de forme de résistance, il y a une autre forme de résistance qui existe depuis l'arrivée des talibans en août 2021, c'est les écoles clandestines. Elles existent, ces écoles clandestines, en Afghanistan, pour les femmes, les fillettes, pardon. Elles sont au nombre de combien? Qu'est-ce que vous savez de ces écoles-là? Justement, elles sont clandestines, donc on n'a pas de chiffre exact, ce qui est normal. Parce que c'est ce que je vous dis, tout le monde les réseaux sont surveillés. Donc si on commence à sortir des chiffres, je pense qu'ils vont aller fouiller de fond en comble l'Afghanistan. Donc il faut éviter de donner des chiffres. Oui. Mais bravo à toutes ces associations et ONG qui arrivent quand même à faire en sorte qu'une petite partie, parce que c'est pas énorme malgré tout, qui arrivent à quand même leur donner une éducation. Parce que là, c'est déjà 3 ans de trop de perdu pour ces jeunes filles. Les petites filles encore, on va dire, elles peuvent étudier, on va dire, jusqu'à 12 ans. Mais 12 ans, c'est des madrasas, excuse-moi. Oui. C'est pas l'école traditionnelle, c'est l'école coranique. Donc, mais même les hommes, l'école traditionnelle n'existe quasiment pas. C'est du tapage coranique. C'est mais les talibans, en fait, depuis qu'ils sont au pouvoir, on a l'impression que l'Afghanistan était un pays de mécréants, que personne n'était musulman, mais ils oublient que l'histoire de l'Afghanistan remonte. C'est vrai qu'avant la création, c'était pas un pays musulman, mais depuis 1000 ans, nous sommes des musulmans. Donc, on n'a pas besoin que quelqu'un d'autre vienne nous taper dessus, nous insulte, nous rabaisse, nous, les femmes, en disant tu n'es pas musulmane, tu vas devenir musulmane. C'est interdit. C'est chacun déjà sa religion dans l'islam. On choisit sa religion, on répondra dans l'au-delà tout seul. C'est pas un taliban qui sera à nos côtés dans l'au-delà dire attends, Dieu va dire aux talibans alors tu dis quoi? Est-ce qu'elle a bien suivi les règles de l'islam? Non. Chacun répondra de ses actes. Moi, je pense que Shakiba, ici, justement, ouais, vas-y. En fait, je voudrais dire que ici, en France, il y a des associations comme FEMED, comme Naestan, qui organisent des écoles clandestines, par exemple, qui essayent de trouver des financements pour pouvoir soutenir les filles. Mais je pense que la France, au niveau international, n'a pas autant d'engagement que d'autres pays, par exemple. Par exemple, en Angleterre, on sait qu'ils ont organisé des universités qui diplômantes. C'est-à-dire, les femmes peuvent suivre des cursus universitaires en ligne, être diplômées d'une université anglaise. Anglais. Et aux États-Unis, pareil. Il y a beaucoup de femmes qui ont réussi à être évacuées dans des pays anglophones, par exemple, ou dans les pays nordiques, où elles intègrent directement des formations universitaires, alors qu'en France, on n'a mis aucune mesure pour pouvoir accueillir les femmes de cette manière. Ouais. Il y a juste quelque temps, la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile. Voilà, Cour nationale du droit d'asile, a fait une jurisprudence comme quoi si les femmes afghanes arrivent ici en France, en fait, elles peuvent avoir le droit à l'asile à cause de leur genre femme ou féminin, parce que elles sont victimes de leur situation et de leurs conditions de femme. Bien sûr, oui, c'était une décision. Le 11 juillet dernier, et ça reste une décision. Ça serait bien que ce soit une jurisprudence, mais c'est qu'une décision. Moi, je croyais que c'était une jurisprudence. Non, okay. Malheureusement, non. Exactement, mais il y a un sujet dont j'aimerais qu'on parle, Shakiba, c'est la normalisation du régime des talibans. Je sais que tu as beaucoup de choses à dire, et notamment, tu es l'interprète d'une Afghane qui est réfugiée en France et qui est menacée. Raconte-nous. Alors, malheureusement, je pense que la violence contre les femmes afghanes ne s'arrête pas en Afghanistan. Ça dépasse les frontières de l'Afghanistan, et les militantes des droits des femmes sont menacées jusqu'à ici en France.
Et je sais, j'ai des informations comme quoi dans d'autres pays c'est le cas aussi. Mais aujourd'hui, concrètement en France, une athlète qui fait du taekwondo, il s'agit de Mardia Hamidi. Il y a à peine une semaine, suite à une intervention qu'elle a fait dans un journal qui s'appelle Afghanistan International, elle a pris position en fait contre toutes ces personnes ou les personnalités publiques, les sportifs qui ont soutenu la réussite de Rochetron, qui est le capitaine de l'équipe de cricket en Afghanistan. Comme il a gagné plusieurs matchs contre l'Inde, Pakistan, en tout cas dans les ligues, le peuple afghan était tout en joie. Sauf que lui, on a retrouvé une vidéo et des photos de lui en train de déjeuner avec Haqqani, parce que Haqqani, comme vous savez, lui, il est responsable de renseignement taliban. Okay. C'était une personne dont le nom était dans la liste de CIA, il y a un prix pour sa tête déjà. Et lui, il était tranquillement en train de déjeuner, établir une relation amicale avec lui. Et quand on l'a interviewé, il a dit que le problème des femmes ne lui concerne pas. Donc, Mardia Hamidi a pris en fait son courage et l'a dénoncé, de lui dire que le sport, vous pensez que le sport n'est pas politique, mais en quelque sorte, il n'y a pas de frontières. Tout peut devenir politique à partir du moment où on prend position sur quelque chose. Est-ce que Rochetron a jamais défendu la situation des femmes, a jamais demandé au gouvernement taliban d'ouvrir les écoles pour les femmes, de leur laisser cette liberté comme lui de faire du sport, parce que les femmes n'ont pas le droit de faire du sport en Afghanistan. Donc, et suite à cette intervention, elle a reçu des milliers et des milliers de menaces. Je pense qu'une personne, ou je ne sais pas, un groupe de personnes en tout cas, a diffusé son numéro de téléphone sur des réseaux sociaux et en une journée, je pense qu'elle a reçu des milliers de messages, des dick pics et de menaces de viol. Et aujourd'hui, elle est en train de poursuivre cette affaire pour montrer que même si on est en France, de déménager. Oui, elle était obligée de déménager et en sachant que il y a un grand nombre de ces personnes qui l'ont menacée vivent en France. C'est-à-dire que on pensait que le talibanisme, parce que c'est une idéologie, et s'arrête que en Afghanistan, sauf que non. Ici en France aussi, nous avons des personnes, en tout cas d'origine afghane, plupart du temps de milieux ruraux, qui sont pro en fait idéologie taliban et qui osent menacer une femme afghane en France via le cyberharcèlement. Voilà, via un cyberharcèlement, en lui disant qu'on connaît ton adresse, on sait te trouver où que tu sois, on va venir te tuer et t'égorger. Voilà. Elle a déposé plainte, oui, c'est ce que tu me disais. Oui. Ok. Mais il faut imaginer à quel point elle peut être inquiète. Parce que rien ne peut l'assurer. Parce que la communauté, en tout cas les hommes afghans, ne font rien pour que nous nous sentons en sécurité ici. Et le patriarcat nous suit. Et juste pour préciser, son histoire est absolument terrible, mais elle n'a pas pu participer au JO de Paris parce qu'elle a eu plusieurs blessures. Donc elle n'a pas pu participer au JO de Paris. Mais dans cette idée de la normalisation du régime des talibans, c'est cette impunité que tu racontes à l'extérieur des frontières d'Afghanistan qui a lieu. Mais c'est aussi une autre forme de normalisation qui passe par le tourisme, par exemple. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ça ? Je pense que depuis 3 ans, il y a beaucoup de gens qui étaient fatigués de la guerre en Afghanistan, de l'insécurité. Ils ont préféré oublier et mettre de côté complètement leur mémoire historique
et de pardonner peut-être les talibans. Parce que, en fait, s'il y avait la guerre en Afghanistan, il ne faut pas oublier que c'était à cause des talibans. Pendant 20 ans, je dis 30 ans, parce que, il y a eu, ça a commencé dans les années 90, en fait, de dire que, voilà, enfin, aujourd'hui, il n'y a pas de guerre en Afghanistan, on fait la paix. Et c'est pour ça, on va essayer de faire l'apologie de talibans, poster des messages comme quoi l'Afghanistan est en paix, c'est calme, c'est parfait. Il faudrait que tout le monde rentre. Il y a eu beaucoup de touristes, des journalistes étrangers qui sont partis en Afghanistan. Il y a des sites historiques qui sont interdits aux femmes afghanes, aux Afghans, mais ouverts pour les touristes étrangers pour qu'ils fassent la promotion des talibans. C'est ça, c'est ce que j'appelle la normalisation, c'est-à-dire ce phénomène des réseaux sociaux, Instagrammeurs, ou de célébrités participent à cette normalisation de terrorisme. Oui, et justement, quand on parlera aussi de la normalisation qui passe par le silence de la communauté internationale, et on reviendra sur ce point-là en deuxième partie d'émission. On accueillera Mortaza Abeboudi qui nous rejoindra après une petite pause musicale. Et donc, je vous invite et je vous laisse en compagnie de Sonita Alizadeh avec le titre « You Killed God ». ظلمای مریضه را برو سر میپره هر کی چاقوی تزه اینجی افغانستان زادگاهی شیر و پلنگ ولی وقت عمل همه قایم میشیم زیر سنگ اینجی سچی طرفدار داره فروش میهن واردات دین عربی و شکنجه زن اینجی زنا ندارن هیچ حق انتخاب دخترها را میفروشن تا بخرن نان و آب و دامو از ترس میکنن اعتراضی به جایش میرن موتور سواری و کفتر بازی و همین که نفس میکشن میگن هستن رازی خلاص قحطی قهرمان داریم مزر لحاظی گذاشتیم با روی پا منتظریم نجات برسه از آمریکا شدیم لبریز از امیدهای مرده بوی بی غیرتی میده ای کشور افسرده ای ملت مسلمان شما کشتید خدا رو با دستان خونین سوی آسمان میخوانید دعا رو خدا رو کشتید با ظلمت بزن بیگناه با ندیدن طفلان گرسنه بی سرپناه خدا رو کشتید با الله و اکبر گفتنا با پرستش جهل و عبس انسان دانا خدا رو کشتند طالبان و باز پشت سر قاتلان خدا میخوانیم نماز خدا رو کشتند 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 اینجا علما میدن درس از ایمان ولی خودشان میکنن تجاوزت و به شیطان جناب داره گردن ما بسن به مذهب تا نریم به سوی آزادی مکتب ما هم 40 میلیون زندانی بی تلاش جرأت و منطق فروش می بود ای کاش ای کاش در شهر میپیچه صدای خنده مردان بیخبر از گریه شبانه زنان دختران با چشمان اشکالود و خسته نیمی از جمعیت ما پشت درای بسته قلندرای ما شدن همگی ضعیف از ترس 200 تا طالب گرگی کثیف از حق زنان نمیکنن هیچ صحبت با سکوت خود به طالب میدن بیشتر قدرت تا ما رو بکشانن به سوی ذلت یکی بگه چطور بمونم به این ملت که کاسه گدایی نجات نگیرن به دست خودتان تعیین کنید یا پیروزی یا شکست از بس کردیم تکیه به بیگانه وطنک خود کردیم بیرونه کلید مشکلات ما تنها اتحاد تا پس بگیریم وطن از طالب حرامزاده
Allô, Mortaza? Oui, allô. Bonjour Mortaza, bienvenue dans l'émission. Alors voilà, on est en direct. Merci de ta présence. Avant de te poser quelques questions, Mortaza, j'aimerais juste rebondir sur la musique qu'on vient d'écouter, la musique de Sonita Alizadeh. Et j'aimerais demander à Sheila de nous donner la signification de quelques paroles et en quoi voilà, c'est important d'entendre ce genre de rappeuse. En fait, la chanson de Sonita, que je connais, c'est vraiment une femme adorable. Elle incite les hommes afghans à ouvrir les yeux, à dire, au lieu d'être finalement quelque part aux côtés des talibans, d'aller vous amuser à faire du football ou peu importe, ouvrez les yeux. On vend vos petites filles. C'est ça qu'elle dit. Elle veut vraiment les mettre devant le fait accompli de dire ouvrez les yeux. C'est vrai que le salut des femmes afghanes, j'ai envie de dire, ne viendra que des hommes afghans, malheureusement, parce que l'Occident ferme les yeux. Évidemment. Et Mortaza, toi, tu es journaliste exilé. Tu travailles beaucoup tu as beaucoup travaillé en Afghanistan et tu as été arrêté par le régime des talibans. Et tu as passé 284 jours en détention. Tu as été libéré en octobre 2023. Je cite voilà ton vécu pour aussi mettre en lumière en fait la situation de la liberté de la presse en Afghanistan, puisque depuis 2021, c'est au moins 141 journalistes qui ont été victimes d'interpellations et de détention. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette situation, Mortaza? Oui, bonjour Eleonore, bonjour Sheila, bonjour Shakiba. Donc depuis le retour des talibans il y a 3 ans déjà, en fait, la liberté de la presse en Afghanistan a été gravement compromise et aujourd'hui, en fait, déjà j'étais là en Afghanistan juste avant l'arrivée des talibans pendant 3 mois et demi. Donc avant l'arrivée des talibans, le pays possédait un paysage médiatique assez dynamique, malgré une situation fragile, des attentats, on voyait bien, des attentats par les talibans, à la fois le groupe Daesh. Mais depuis en août 2021, aujourd'hui, plus de 300 médias afghans ont dû fermer leurs portes et plus de 7000 journalistes ont perdu le travail. Bien qu'aujourd'hui, en fait, on parle aussi beaucoup de femmes. On estime au cours des 3 années de régime des talibans, plus de 80% des femmes journalistes ont été en fait contraintes de mettre fin à leur travail. Et donc aujourd'hui, en fait, les journalistes qui restent en Afghanistan, qui travaillent en Afghanistan dans les médias comme News et ailleurs, donc en fait, ils pratiquent les autocensures. Ça veut dire quoi, les autocensures? Parce qu'en fait, pour éviter en fait de couvrir des sujets jugés sensibles, pour protéger en fait leur sécurité eux-mêmes. Parce que sinon, en fait, si on parle de la situation des femmes en Afghanistan à l'antenne, donc le journaliste sera emprisonné puis torturé. Ouais. Alors, il y a Radio Begum, qui est une radio éducative qui a pour but de soutenir les femmes, qui diffuse en Afghanistan, mais elle ne parle pas de politique. Alors, comment Radio Begum arrive à travailler, à soutenir les femmes sans parler de politique, par exemple? Aujourd'hui, en fait, c'est une radio déjà qui travaille, qui fait un travail énorme en Afghanistan. Donc déjà, j'ai déjà visité cette radio à Kaboul. Bien évidemment, aujourd'hui, en fait, ces journalistes déjà sont séparés, c'est-à-dire en fait, les femmes travaillent sur un étage, les hommes travaillent sur un autre étage. Donc c'est comme une voix aujourd'hui, ils continuent à travailler parce qu'en fait, ils ne montrent pas leur visage. C'est une radio, c'est que la voix. Aujourd'hui, dans la capitale, les talibans les autorisent à travailler, malgré les menaces toujours. Donc, je suis au courant des menaces qui reçoit en fait aujourd'hui ces journalistes. Je ne peux pas dire plus sur ce sujet, mais malgré les censures, les intimidations des talibans, ils continuent à bosser en fait en Afghanistan pour donner en fait envie de vivre
à des jeunes filles afghanes, des femmes aujourd'hui qui sont enfermées chez elles. Depuis l'arrivée des talibans, qu'elles n'ont aucun droit aujourd'hui dans ce pays, qui disent elles-mêmes, en fait, on est dans une prison à ciel ouvert. Oui, et justement, on peut se demander, mais les journalistes afghans, comment peuvent-ils arriver à continuer de documenter ce qui se passe? Et en même temps, tu me dis si j'ai tort, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de journalistes étrangers qui ont accès à l'Afghanistan et qui peuvent rentrer librement. Non, pas du tout. En fait, depuis 2023, déjà, en fait, les restrictions imposées par les talibans rendent difficile le maintien d'un journalisme indépendant aujourd'hui en Afghanistan. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun média indépendant en Afghanistan qui peuvent parler en fait de la réalité d'Afghanistan. Et notamment, en fait, en 2021-2022, les talibans laissaient beaucoup de journalistes occidentaux de se rendre en Afghanistan pour réaliser des reportages. Mais depuis, en fait, de 2023, les talibans, en fait, imposent une demande d'autorisation préalable à l'arrivée. C'est-à-dire, en fait, il faut envoyer une demande d'autorisation avant d'obtenir un visa pour l'Afghanistan. Et donc, cette autorisation est vérifiée, validée par le ministère des Affaires étrangères taliban. C'est-à-dire, en fait, la personne qui demande une autorisation de tournage en Afghanistan, il sera validé. Déjà, en fait, son profil sera vérifié sur les réseaux sociaux, étudié. Donc, moi, je connais la personne qui, valide, qui surveille les journalistes occidentaux, notamment les journalistes français. Donc, la plupart des journalistes français ont vu leur visa, demande d'autorisation refusée par les talibans. Parce qu'en fait, les talibans font des recherches, ils sont connectés sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, ils regardent le profil du journaliste, la journaliste, puis après, en fait, ils donnent ou pas l'autorisation. Donc, en fait, notamment aujourd'hui, on a très peu de journalistes en fait en Afghanistan qui peuvent toujours y aller. Ils sont très rares aujourd'hui. Moi, il y a peut-être une ou deux françaises qui peuvent toujours y aller en Afghanistan, mais ils font un travail, peut-être un travail photographique. Ils ne sont pas journalistes. Soit en fait, ils sont des journalistes locales comme qui peuvent toujours aller en Afghanistan et retourner en France ou ailleurs. Ouais, et te concernant, comment tu peux continuer à faire ton travail désormais? Aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est contacter en fait nos sources en Afghanistan, à Kaboul ou ailleurs, demander bien sûr, parce que nous déjà, il nous faut protéger nos sources en tant que journaliste ici en sécurité en France. Donc nous, on contacte nos sources en Afghanistan pour en fait avoir de l'information et puis après en fait les diffuser ici en France. Donc c'est très difficile déjà, mais on peut quand même arriver à les contacter par téléphone, par les messageries sécurisées sur Signal ou parfois WhatsApp, demander des images parfois ou des informations sur la situation d'aujourd'hui d'Afghanistan et puis ensuite les diffuser ici en France. Donc c'est difficile, mais on peut faire ça. Mais malheureusement aujourd'hui, avec les médias occidentaux ne veulent plus parler d'Afghanistan parce qu'en fait, d'un conflit à l'autre, on oublie. Aujourd'hui, on parle notamment d'Israël, Gaza, le conflit. On a oublié notamment les femmes afghanes, ce qui rend en fait aujourd'hui on donne en fait une voix, pas vraiment une voix, mais aux talibans, ils se disent, vous voyez, nous, on peut tout faire aux femmes afghanes et personne ne nous dit rien. De toute façon, il n'y a pas de médias sur place. Les médias occidentaux ne peuvent pas faire de déplacement pour aller faire un reportage en Afghanistan. Donc, c'est-à-dire, en fait, on a abandonné les Afghans aux mains des talibans. Déjà, l'Occident est parti, en août 2021, l'Occident a abandonné l'Afghanistan, les Américains ont abandonné les femmes afghanes, alors qu'en fait, pouvaient éviter le retour des talibans. Oui, et puis on peut aussi parler de la réaction de la communauté internationale qui se résume
pas grand-chose en fait. Et j'aimerais bien citer un extrait d'une tribune écrite par Atik Raimi, qui est romancier et réalisateur franco-afghan, qui a écrit dans Libération il y a quelques jours un texte très très fort. Et j'en cite juste quelques lignes et après, Mortaza, je te redonne la parole. Il dit « J'en ai assez de cette mascarade, de ce cirque diplomatique où les Nations Unies jouent au con avec les talibans. Quel est leur ignoble plan ? Discuter de la couleur des tchadors pendant que les femmes, nos mères, nos sœurs, nos filles se font enterrer vivantes sous leurs lois de merde. Quel spectacle pitoyable. On en est là, à regarder des tyrans dicter leurs lois pendant que le monde détourne les yeux. Qu'est-ce que toi, en tant que journaliste, tu peux me dire sur le silence médiatique ? Aujourd'hui, en fait, depuis même un mois avant l'arrivée des talibans en juillet 2021, on était déjà au courant qu'en fait, Kaboul allait tomber. L'ambassadeur de France m'a contacté, Mortaza, il faut que vous partiez parce que là, on est en train d'évacuer nos personnels de Kaboul, nos collègues, parce que Kaboul va tomber aux mains des talibans. Donc, ils savaient déjà qu'en fait, Kaboul allait tomber. Donc, ils pouvaient éviter, bien sûr, avant. Donc, en fait, la décision prise par les Américains, donc ils ont joué comme Atik Raimi disait, en fait, comme le con, à suivre les Américains, les Occidentaux, je dis les pays européens, et puis voilà, c'est comme donc en fait, Kaboul est tombé. Aujourd'hui, l'ONU en train de montrer que on demande toujours avec la diplomatie en publiant des articles, des rapports qui servent à rien. En menaçant les talibans, dire vous voyez, vous êtes en train de fermer les femmes afghanes, là on vous alerte. Alerter comment ? Vous êtes en train de financer les talibans. Toutes les semaines, ils reçoivent de l'argent, du liquide de la part des Nations Unies, de la communauté internationale. Et donc, en fait, il n'y a pas de censure, si vous voulez. Il n'y a pas de censure de la part de la communauté internationale. Il n'y a pas de censure de la part des Nations Unies. Donc, en fait, on aide les talibans et à la fin, on les alerte en disant que c'est pas bien ce que vous faites aux femmes afghanes. Ouais. Et puis on parle de l'ONU qui dénonce un apartheid de genre, mais qui se retrouve à la table des négociations avec les talibans à Doha et qui accepte qu'il n'y ait pas de femmes autour de ces tables de négociation. Donc il y a le deux poids deux mesures. Oui. Et pour parler de, comme tu le rappelais très très bien, sur la liberté de la presse qui n'existe plus en Afghanistan, je pense qu'il est important de rappeler aussi qu'il faut soutenir les journalistes afghans en exil qui continuent d'essayer de faire vivre l'histoire et de porter des voix afghanes à travers des journaux indépendants, des médias indépendants. Et donc j'invite tous les auditeurs à se renseigner pour soutenir ces journalistes-là. Et quand on parle de l'exil, on parle aussi beaucoup des réfugiés qui fuient évidemment l'Afghanistan pour essayer d'avoir un avenir meilleur et j'aimerais rapidement Mortaza avant de faire parler Sheila et Shakiba pour terminer cette émission que tu nous parles des retours forcés depuis le Pakistan et l'Iran puisque c'est un sujet sur lequel tu as travaillé et que tu connais très bien. Bon, déjà, en fait, la France et les pays européens ont abandonné, en fait, leurs interprètes, leurs travailleurs, en fait, qui travaillaient déjà pour les ambassades, pour les Européens, en fait, les abandonner, leurs collègues, en fait, dans ces pays, en Iran et en Afghanistan. La France et les pays européens ont abandonné les journalistes afghanes et afghans qui se trouvent, en fait, aujourd'hui, dans ces pays limitrophes, en Iran et au Pakistan. Aujourd'hui, l'Iran expulse 5 000 par jour, 5 000 Afghans par jour renvoyés en Afghanistan, alors qu'ils risquent leur vie. La plupart sont qui font partie de la minorité persécutée, les Hazaras, qui risquent vraiment leur vie aujourd'hui en Afghanistan. Dans chaque cellule, il y a une ou deux personnes Hazaras. Je peux dire ça, en Afghanistan sous les talibans. Donc, en fait, vraiment, il y a un grand risque pour ces personnes réfugiées qui sont aujourd'hui, en fait, au Pakistan et en Iran. Ils sont à la fois maltraités par ces régimes.
Et donc en fait, attendant un visa de la part de la France, moi j'en connais plusieurs, une consort qui attend depuis 1 an son visa au Pakistan, alors qu'en fait on a la lettre du Premier ministre à l'époque en 2021 qui demandait à la ministre des Affaires étrangères l'évacuation de cette journaliste, alors qu'en fait on attend toujours en fait son visa. Et elle est dans une situation terrible, catastrophique dans ce pays qui n'est pas son pays, toute seule. Donc en fait, c'est terrible tout ce qui se passe aujourd'hui dans ces pays, notamment en Iran. Ces réfugiés sont enfermés, expulsés par les frontières, parfois même torturés, frappés par des soldats iraniens à la frontière pour qu'ils ne reviennent pas en fait vers l'Iran. Et la même chose aussi côté pakistanais. Et on pourrait évidemment parler aussi du long parcours d'exil sur les routes migratoires les routes migratoires qui sont extrêmement dangereuses, qu'empruntent les Afghans. Mais j'aimerais rebondir avec toi, Shakiba, sur un décret que tu voulais préciser. Tu m'as fait part de ton envie de préciser quelque chose, donc je te laisse la parole. Oui. Merci beaucoup. Alors, moi, je voulais parler de la vide de sens, de langage et de la déformation des concepts par les talibans. Alors, dans le deuxième chapitre de cette loi, loi récemment promulguée par les autorités talibans, en décrivant les conditions et les qualités d'un muhtaseb, celui qui reçoit l'autorisation de Moulay Hibatoullah pour inspecter les gens. En fait, il dit que il doit être musulman, saint d'esprit, adulte, savant en matière de charia, juste, capable de commander et d'interdire, sincère, bienveillant, tolérant et patient. Si vous rassemblez toutes ces qualités, il est certain qu'aucun membre des talibans ne les possédera toutes à la fois. Car la justice, la patience, la bienveillance, la raison et la capacité à distinguer et respecter le bien et le mal sont des vertus qu'on ne peut pas espérer trouver chez les talibans. Ces concepts, quelle que soit la tradition ou l'école de pensée que l'on considère, ne peuvent en aucun cas être associés au groupe terroriste taliban, à mon avis, parce que ils exercent un apartheid de genre en Afghanistan. Et nous devons rappeler que la justice, la sincérité et la gentillesse ne peuvent jamais coexister avec la cruauté et l'injustice systématique infligée à des populations vulnérables, en particulier les femmes. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. L'article 5. Voilà. Il faut savoir que les seules personnes qui sont aptes à nous éduquer, ce sont nos parents. Ce sont les parents qui sont aptes à nous éduquer dans le droit chemin, à nous apprendre le respect, notre devoir dans la religion. Nous infantiliser. Voilà, c'est-à-dire que je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que nous sommes des musulmans, mais des musulmans modérés. Et ça, c'est ce que tu parlais tout à l'heure, c'est du talibanisme. Ils arrivent et montrent au monde entier que nous n'étions pas un peuple de musulmans et que voilà, ils nous apprennent un islam. Là, on peut même plus parler de radical. Là, on peut parler de secte parce que l'islam radical, on va dire, c'est quand même un peu plus leste que ce que les talibans ont mis en place depuis 3 ans. C'est de l'archaïsme, ça. Oui, bien sûr. Et pour revenir sur la question des réfugiés, vous travaillez toutes les deux comme interprètes, donc auprès de la CNDA notamment. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur justement les Afghans et les Afghanes que vous accompagnez au quotidien pour obtenir l'asile ici en France? Moi, depuis 3 ans, ce que je remarque, à titre personnel, c'est que beaucoup de Pashtuns ont le statut de réfugié dans les demandeurs. Les Tadjiks ont de moins en moins le statut, ce que je ne comprends pas. Moi, j'ai envie de dire aux Pashtuns, actuellement, c'est votre gouvernement qui est au pouvoir. Pourquoi venez-vous demander l'asile ici? Les Tadjiks, les Hazaras, c'est-à-dire nous deux, là, toutes les deux, nous sommes des 2 autres ethnies. Nous sommes vraiment persécutés. Les pires, ce sont bien évidemment les Hazaras, mais il faut savoir que désormais, on est tous, quelque part, à part les Pashtuns, nous sommes visés par ce gouvernement. Pourquoi?
parce que nous ne sommes pas des vrais musulmans pour eux. Mais ils n'ont pas compris qu'on est tous musulmans, nous sommes tous des Afghans. Comment t'expliques que ces deux minorités reçoivent moins l'asile? Il y a des décisions de la part de la CNDA sur non, des explications? Ça, j'essaie de comprendre, justement. Je ne comprends pas. Ok. En fait, c'est en fonction des territoires où il y a beaucoup plus de victimes et de dangers. Enfin, moi, je pense que la plupart des personnes qui viennent ici en France, ce sont des réfugiés économiques, mais pas en tout cas de l'ethnie Pashtun. Certes, ils sont aussi victimes de la situation. Ils ont aussi payé cher en fait l'arrivée des talibans, mais en tout cas, ce n'est pas au même degré et avec les mêmes traitements que les autres ethnies. On pourrait aussi dire c'est l'accueil des réfugiés. Qui est aussi où il y a un vrai souci sur l'accueil des réfugiés en France, puisque beaucoup de personnes se retrouvent dans la rue. Les Afghans sont très mal encadrés. Exactement. Très mal encadrés. Ça, c'est en fait à cause d'une mauvaise politique d'accueil. Je sais, ça, en fait, clair. Moi, je dis pas que il faut pas, voilà, mais je pense que juste il faut penser à la sécurité des femmes. Et essayer de comprendre qu'il y a beaucoup de femmes afghanes qui arrivent aussi, qui sont immédiatement condamnées à l'isolement, c'est-à-dire elles sont rapatriées en regroupement familial, mais tout de suite, au bout de 2 mois après leur arrivée enceinte et à la maison, sans avoir appris la langue française, sans se construire aucun réseau et d'amis. Donc, il faut penser à ces femmes-là. Bien sûr. Avant les hommes. Et on arrive sur la fin de l'émission et je voudrais juste donner la parole à Mortaza pour conclure et terminer cette émission et vous remercier tous. Merci Mortaza. Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter? Oui, en fait, il y a beaucoup de gens qui nous demandent comment on peut faire, comment on peut aider les Afghanes et les Afghans. Donc, ce qu'on peut faire aujourd'hui depuis la France, c'est en fait manifester contre ce régime, aider notamment les réfugiés afghanes et afghans. D'abord parce qu'en fait, on ne peut pas comprendre la réalité sans les voix locales. Il faut les entendre d'abord pour mieux accueillir. Donc, il faut entendre leur récit pour mieux accueillir ces personnes qui se trouvent aujourd'hui malheureusement dans les rues de Paris, en France, à Paris, dans les campements où ça consiste à un énorme travail pour les donner en fait un toit, les héberger temporairement, mais on a chez nous, une chambre libre, on peut les accueillir pendant 1 mois, même 1 semaine, parce qu'en fait, ce qu'ils ont besoin, c'est un toit pour se retrouver en sécurité et apprendre la langue. Oui, et puis tout simplement nouer des liens sociaux et culturels, en fait, pour aussi créer des amitiés. Et c'est que comme ça que les gens peuvent construire leur avenir. Merci Mortaza d'avoir participé à cette émission. C'était un plaisir et je te souhaite une excellente soirée. À bientôt, Mortaza. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Et on est sur la fin et je me tourne vers toi, Shakiva, pour te remercier infiniment. On peut te suivre sur les réseaux si on veut. D'ailleurs, juste une dernière chose, tu peux nous parler en 15 secondes de la manifestation que tu organises samedi pour les Afghanes. Oui, bien sûr. Enfin, pour pouvoir soutenir les femmes afghanes qui ont monté leur voix sur les réseaux sociaux, en fait, on a décidé de faire appel à la société française, les militantes, les féministes, de nous retrouver le samedi 14 à 10h sur les marches de l'Opéra Bastille pour chanter ensemble l'hymne des femmes. Eh ben génial, le rendez-vous est pris. Rendez-vous samedi 14h. Nous y serons. Merci Sheila. On peut soutenir ton association Afghane de France. Oui. Voilà, tu es sur les réseaux sociaux et j'invite tous les auditeurs à aller découvrir ton association également. Je vous remercie de nous avoir écoutés pour cette émission absolument passionnante sur la situation politique en Afghanistan et on se retrouve le mois prochain pour une autre émission, la 2e de cette nouvelle saison qui va concerner le Soudan. À très bientôt. Au revoir.